Le retour au sommet de Charles Leclerc à Silverstone devant les Britanniques, c'est parti pour le résumé du week-end. Bonjour Cyprien, je l'ai dit, évidemment il y avait de la Formule 1, mais il n'y avait pas que de la Formule 1. D'abord, première question traditionnelle, comment vas-tu après ce week-end chargé, c'est le moins qu'on puisse dire? Très bien, on a vu un beau Grand Prix de Formule 1, donc ça va très bien, j'espère que toi aussi. Et oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu forcément des mots de la monoplace, il y a eu des résultats aussi dans beaucoup d'autres catégories dont on parlera à la fin, mais d'abord on va quand même se concentrer sur ce Grand Prix, victoire de Charles Leclerc, alors j'allais dire inattendu même pour lui. Cyprien, que s'est-il passé? Comment ça se fait que Charles Leclerc ressort avec cette victoire quand même dans un contexte un peu particulier, notamment avec cette safety car à la fin, mais une victoire, on peut dire qu'il n'a pas volé, Charles Leclerc. Il l'a pas volé, mais le mot inattendu est assez bien choisi, puisque le début de week-end avait été assez compliqué, avec une qualification sprint où finalement on avait un peu retrouvé ce qu'on voyait ces dernières semaines, un écart assez important avec Lewis Hamilton, un peu plus de 3 dixièmes en qualification sprint, puis du coup une course sprint aussi forcément un peu plus discrète, où Lewis Hamilton lui jouait la victoire face à Antonelli, et où Leclerc était un peu plus loin, et puis il était assez dur avec lui-même et avec sa voiture, surtout après la course sprint, en disant qu'il n'y arrivait pas, qu'il trouvait toujours pas ses sensations, et qu'il allait essayer un changement philosophique finalement sur la voiture. Il a jamais voulu rentrer dans le détail au fil du week-end, alors qu'il a été interrogé par beaucoup de médias sur le sujet, encore en conférence de presse après la course, mais force est de constater que les réglages en tout cas qu'il a modifiés, ou les petites choses qu'il a pu adapter à droite à gauche, dans son style de pilotage notamment, ont fait qu'il a été en effet très très fort déjà en qualification, puisqu'il se qualifie quand même en première ligne aux côtés de Kimi Antonelli, qui était en pole position une nouvelle fois, et en course, puisque tu l'as dit en effet, pendant la course, c'est pas une victoire volée du tout, il avait un très bon rythme, un rythme aussi bien meilleur que celui de Lewis Hamilton, et ça faisait quand même un bon paquet de semaines, je pense qu'on l'avait pas vu dominer Hamilton comme ça en rythme de course. Donc une très très belle victoire, un très bon week-end de Charles Leclerc, et puis ça va lui faire beaucoup beaucoup de bien. Alors c'est vrai que Lewis Hamilton l'a dit en conférence de presse, il lui aurait conseillé d'arrêter de suivre ce que le simulateur lui dit de faire. Concrètement, c'est ce que Lewis avait fait à partir du Canada, si je ne me trompe pas. Et on voit effectivement que c'est efficace. Donc à la régulière, évidemment, certainement qu'il y aurait pas eu de victoire pour Ferrari, du moins en tout cas si Kimi Antonelli n'avait pas eu ces problèmes, mais en tout cas pour terminer le chapitre Ferrari, on peut quand même notifier que malgré des qualifications dominées par Kimi Antonelli et un sprint également dominé par Kimi Antonelli, on ne s'attendait pas, et Ferrari ne s'attendait pas non plus à être à ce niveau-là aussi vite, et surtout sur un circuit qui n'était pas censé, notamment au niveau de l'utilisation de la batterie, être aussi bénéfique pour eux. Oui, c'est une vraie surprise pour eux, je pense, d'être performants à Silverstone. C'est quelque chose, en effet, auquel ils ne s'attendaient pas du tout. Tu l'as dit, pour ces raisons de déploiement d'énergie, notamment, il y a beaucoup de lignes droites à Silverstone. Il y a peu d'endroits où on peut freiner fort pour recharger la batterie. Donc, en théorie, ça donnait plutôt l'avantage à Mercedes. Maintenant, il y a des choses qui sont entre guillemets inquiétantes, toute proportion gardée, c'est ce que tu as mentionné sur le simulateur notamment. En effet, Hamilton a dit qu'il avait conseillé à Leclerc de ne pas suivre au simulateur. Voilà. Mais le problème, c'est la corrélation. C'est qu'en effet, les données du simulateur ne sont pas bonnes, ou en tout cas n'apportent pas satisfaction pour rendre la voiture performante. Donc là, très bien, Hamilton a dit à Leclerc d'en faire qu'à sa tête et de suivre ses conseils, et ça a marché, tant mieux. Déjà, je suis pas sûr qu'Hamilton le fasse tout le temps, parce que là, il l'a fait pour aider son coéquipier, mais maintenant que son coéquipier a gagné... Est-ce qu'il lui a donné ses réglages? Je sais pas. Mais en tout cas, il lui a conseillé de ne pas suivre ce que lui disait le simu. Voilà. Oui, après, ça reste, mais il dit quand même qu'il l'a aiguillé et que Leclerc a fini par suivre ses réglages. Il y a de fortes chances que ça se soit passé comme ça. Voilà. Après, je pense qu'Hamilton, là, il l'a fait une fois, etc. Au bout d'un moment, s'il voit que Leclerc commence à revenir, forcément, il y a la mentalité de champion qui va parler, il l'aidera pas, puisqu'on sait que c'est toujours une rivalité interne forcément entre les deux. Mais donc, réglage ou pas réglage, dans tous les cas, ça a permis quand même à Ferrari d'être de retour au sommet. C'est quand même la deuxième victoire en quelques semaines, là, après Barcelone. Et pour Charles Leclerc, en effet, ce qui a été bon aussi à signaler, et pour Lewis Hamilton, c'était le départ. Le départ a été excellent, ça a rappelé un peu le départ de début de saison, alors qu'en Autriche, à l'inverse, on avait plutôt vu une sorte d'équilibre finalement avec les Mercedes et les autres. Ça faisait même quelques courses que Mercedes avait rattrapé son retard sur l'exercice des départs. Voilà. Et c'est vrai que là, ça a été assez édifiant. Là, est-ce que Kimi Antonelli l'a manqué, sachant que c'est quand même un des points faibles qui reste de la part de Kimi Antonelli, ou est-ce que c'est Ferrari qui l'a vraiment réussi? Ça, on ne sait pas. Mais c'est vrai que l'envol des deux Ferrari est assez impressionnant. En fait, on en a à se demander si c'est vraiment Ferrari qui a un avantage ou si c'est plutôt Mercedes et Red Bull qui ont un désavantage sur les départs. Parce que les deux Red Bull, par exemple, manquent complètement leur départ. Et les McLaren partent bien. Et les McLaren partent bien. Ouais. Et les Mercedes, en effet, Antonelli, c'est pas génial au départ. Russell, c'est mieux.
Russell il remonte déjà en 3e position au départ. Et bon, les deux Ferrari qui déjà bondissent et passent devant Antonelli au premier virage, même si Hamilton a volé le départ et a été pénalisé après, ça leur a permis aussi de mener une course un peu différente, de mener une course d'équipe entre guillemets, au moins sur le premier relais, sur la première partie du premier relais, puisqu'Hamilton a fait un peu bouchon face à Antonelli. Leclerc a pu lui peut-être un peu plus gérer sa gomme, être un peu plus tranquille. Maintenant, il y a aussi un point que tu as soulevé, c'est que tu as dit que Ferrari n'aurait peut-être pas gagné à la régulière. Moi, en fait, j'aurais adoré voir cette bataille, parce qu'il y a deux choses que j'aurais aimé voir. La première, c'est la capacité de Charles Leclerc à se battre et à tenir cette position, puisque du coup, pour le contexte, en effet, Antonelli est passé au stand 10 tours après Leclerc, et il est ressorti à 7 secondes, avec des gommes du coup 10 tours plus fraîches, une monoplace globalement plus performante, donc forcément, il allait revenir au contact à un moment. Il y a deux choses. Est-ce que Charles Leclerc donc aurait pu défendre et aurait pu se battre, et est-ce que Kimi Antonelli aurait été capable de passer? Ça aussi, c'est un point qui, pour moi, pose question, parce qu'Antonelli, on le voit souvent assez brouillon dans ses batailles euro contre euro pour le moment. Et j'aurais bien aimé voir à quel point, face à un Leclerc qui aurait forcément défendu bec et ongle, parce que c'est la première fois qu'il sentait la victoire depuis quasiment 2 ans, à quel point Antonelli aurait pu ou pas passer finalement. Il n'y avait pas match, c'est ce qui me fait dire quand même qu'il y avait un débat qui existe moins que ce qu'on aurait imaginé. Il n'y avait pas match en sprint contre Hamilton, alors qu'Hamilton, lui, sait défendre comme personne, notamment à Silverstone. Donc je pense qu'effectivement, il y avait suffisamment de temps et de place, on va dire, pour passer pour Kimi Antonelli. Ça aurait été à 5 tours de la fin, je t'aurais dit, il y aurait peut-être eu match. Là, il y en avait quoi? Il y en avait 10 ou 11, donc effectivement, il y avait le temps, à mon avis. On peut justement parler de Mercedes, parce qu'effectivement, Mercedes, ça a été l'un des gros points. Paradoxalement, si on peut dire, George Russell termine 2e de ce Grand Prix. Une question se pose par rapport à l'impression laissée notamment par George, parce que c'est vrai qu'il est assez miraculeux son podium, on reparlera un petit peu de ce qui s'est passé. Et puis surtout, effectivement, le grand perdant sur le plan comptable de ce week-end, c'est Kimi Antonelli. Encore une fois, si j'ose dire, la fiabilité de Mercedes qui fait défaut, cette fois-ci, c'est pas le moteur, c'est une pièce aérodynamique qui a eu un problème lorsqu'il est passé sur un vibreur, je crois. Oui, c'est ça, il passe sur un vibreur et c'est ce qu'on appelle le wheel shield, donc le bouclier de roue en fait qui s'est en effet cassé. C'est une question de fiabilité qu'il va falloir régler chez Mercedes. C'est en effet des problèmes qui s'accumulent sur la fiabilité, qui sont variés du coup. On voit qu'en effet, il n'y a pas que le moteur qui peut avoir des soucis. Oui, c'était plutôt ça. Chez McLaren beaucoup, mais aussi chez Mercedes en début de saison. On pense à Russell notamment. Exactement. Au Canada. Puis même chez Williams, finalement, il n'y a que Alpine qui a été épargné par les problèmes moteurs chez les équipes motorisées par Mercedes. Tant mieux pour Alpine. Mais en effet, c'est pas Alpine qui joue le titre. Par contre, c'est Mercedes. Et là, c'est vrai que sur les faits depuis Monaco, après Monaco, Antonelli avait 66 points d'avance sur Russell. Et là, en 3 courses, il en a plus que 25. Il en a perdu quand même 41. C'est énorme. Et ce qui m'embête pour lui, c'est qu'il a perdu 41 points en étant le meilleur pilote à chaque fois. C'est-à-dire qu'à Barcelone, il abandonne alors qu'il vient de passer Russell et qu'il est 2e. Donc il allait reprendre encore 3 points à Russell. Ensuite, en Autriche, voilà, c'est un peu différent. Et puis là, il repère encore, du coup, énormément de points, potentiellement 25. Point de la victoire, donc il aurait repris si Russell finissait 4e par exemple, il lui reprenait 10 points. Attention Antonelli, parce que sa saison européenne en 2025 elle est quand même assez cataclysmique, disons-le. Là c'est un peu meilleur parce qu'effectivement il a quand même cette confiance du champion potentiel, on va dire, qui peut peut-être l'aider, mais sa saison européenne sur le plan comptable uniquement pour l'instant n'est pas extraordinaire au sortir de Monaco, à part ça finalement. Oui, mais c'est vrai que la différence avec l'an dernier, c'est que l'an dernier, on le sentait vraiment pas dedans. Et c'était sa année aussi de rookie. Il était très jeune et il avait besoin d'apprendre. Et c'était le but aussi de cette année 2025 pour lui, de le lancer aussitôt. C'était vraiment qu'il y ait une année d'apprentissage sans pression. Cette année, les causes sont autres. Et il montre quand même, encore une fois, qu'il est exceptionnel et que c'est le meilleur pilote cette année. Une tête quand même devant tout le monde, je trouve. Oui. Puisque il a quand même fait une nouvelle pole position. Il aurait peut-être gagné une nouvelle course. Et ça montre pour moi qu'il reste aujourd'hui le meilleur pilote chez Mercedes et il va pas falloir qu'il se fasse trop qu'il commence trop à gamberger après justement ce nouvel abandon, parce que certes Russell revient, 25 points c'est rien. Si en Belgique les Mercedes sont 1 et 2 et qu'Antonelli a 30 secondes d'avance mais qu'il abandonne encore, Russell gagne, 25 points, paf, égalité. Donc il va pas falloir qu'il gamberge, il va falloir qu'il soit sûr de sa force. Moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez Kimi Antonelli, c'est quand il a eu ce fameux problème sur cette pièce aérodynamique, il a voulu se battre absolument. Oui. Il a dit à Mercedes, je reste en piste, même si je peux récupérer 1 point, je le ferai. Et il s'est battu comme il pouvait. Alors, la voiture est inconduisible, il sortait de la piste, il a pris une pénalité pour les track limits à cause de ça. Et au final, avec la safety car, il était 10e au moment de la safety car, il a été rétrogradé en 16e position. Il n'y avait rien à faire, même à la régulière, il n'aurait pas pu rester dans les points, même sans cette pénalité, je pense. Mais c'est quand même
beau de sa part parce qu'il a déjà cette mentalité de champion de chaque point compte. Chaque point est important. Et il en a déjà perdu beaucoup. Mais à côté, tu l'as un peu dit, il y a quand même un George Russell qui, malgré ce podium, laisse pas une impression tout à fait très positive quand même. Alors je le disais, Russell, son podium il est miraculeux, on peut un petit peu mélanger les sujets parce que le sujet Verstappen est intimement lié. Max Verstappen qui fait un week-end encore difficile, Red Bull qui fait un week-end encore difficile, Isaac Hadjar qui a quelque peu surnagé, même si lui aussi était en difficulté en course, il l'a expliqué. C'est quand même l'abandon de Max Verstappen qui, encore une fois, semble indépendant de sa volonté par rapport à ce crash. C'est pas la première fois que ça arrive. Il a notamment parlé de Melbourne en disant que c'était exactement la même chose qui s'était passé, comme quoi l'aileron ne s'était pas refermé au moment où lui avait décidé que ça le fasse. C'est ainsi que Russell récupère son podium. D'abord, première question par rapport à Verstappen, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter parce que cette Red Bull quand même semble particulièrement inefficace au moment où il faut enchaîner, on va dire, cette saison? Ben, forcément, il y a des raisons de s'inquiéter parce que Red Bull a apporté un énorme package d'évolution en Autriche qui a plutôt porté ses fruits. Très bien marché. Qui a assez bien marché, même si en Autriche, en effet, il y avait déjà eu un crash de Verstappen en qualification, donc Q3, qui avait déjà été aussi lié à un problème d'aileron arrière. C'est un problème qui n'est pas le même d'ailleurs que celui qu'il a touché à Silverstone. Mais oui, forcément, on peut s'inquiéter parce que quand vous marchez bien en Autriche, on se dit, bon, très bien, le package marche, Red Bull est de retour au premier plan. Et là, Silverstone patatras. Bon, il y a aussi une cause, c'est que le circuit Silverstone est très défavorable à la Red Bull, notamment aussi un peu pour les mêmes raisons que ce qu'on évoquait sur Ferrari, pour les raisons de déploiement d'énergie, de vitesse en ligne droite, etc. Mais là, en plus, il y a la fiabilité, il y a des départs aussi qui sont toujours pas bons, on l'a dit tout à l'heure. Ça fait beaucoup de choses qui font qu'en fait, les pilotes Red Bull, à un moment, ils peuvent pas se battre à armes égales avec Mercedes et Ferrari. Et on en a à se demander s'ils vont le pouvoir cette saison finalement, parce que quand on apporte un package aussi important qui produit aussi peu d'effets, entre guillemets, même si, encore une fois, l'Autriche, c'était bien, ça commence à poser question. Et puis, il y a toujours aussi cette éternelle épée de Damoclès de l'avenir de Max Verstappen qui a dit qu'il lui fallait une voiture performante. Tout son entourage le dit, que ce soit son père, son agent, etc. Ils disent tous qu'il restera chez Red Bull si Red Bull lui donne une voiture performante. Aujourd'hui, je pense que quand il voit cette voiture et quand on voit toutes ses réactions au fil du week-end, c'était plutôt un pilote très énervé, très frustré, et qui du coup n'est forcément pas satisfait. Et donc George Russell, on le disait, qui finit deuxième de ce Grand Prix, qui repart de Silverstone, deuxième du championnat du monde, premier podium à Silverstone à domicile pour George Russell. J'allais dire, tout ça forme un bon week-end pour le Britannique, et pourtant, il n'avait pas un sourire radieux, on peut dire, à la fin de ce Grand Prix. Non, parce qu'il est lucide, George Russell, il l'a dit lui-même, il a dit, bon, bah, je suis deuxième, mais je le mérite pas. Et Verstappen d'ailleurs a dit aussi que s'il avait fini troisième, ça aurait été immérité. Donc comme quoi ils avaient tous conscience que en effet les problèmes d'Antonelli. Fallait que Ferrari fasse 1 et 2 quoi, en gros. Voilà, Ferrari méritait de faire 1 et 2. Enfin Antonelli et les Ferrari méritaient d'être sur le podium globalement. Et Russell doit sa deuxième place à un arrêt d'Hamilton en toute fin de course sous safety car en espérant que la course soit relancée. Il repasse au stand pour avoir des pneus plus frais. Au final la course n'est pas relancée et on a vu tout ce qui s'est passé, c'était un peu chaotique. Et George Russell en profite pour marquer les 18 points de la deuxième place. Mais en réalité l'impression laissée, pour moi, elle est inquiétante. Elle est vraiment inquiétante, une fois de plus. On est sur un circuit où il devait être surmotivé, justement, parce qu'il était chez lui. Tu l'as dit, il n'avait jamais fait de podium à Silverstone. Il est un peu jaloux en début de week-end parce que Lando Norris avait sa belle et grande tribune et que lui, il n'en avait pas. Et il disait, j'en veux une l'an prochain, machin. Oui, mais pour en avoir une, il faut que tu fasses ce qu'a fait Lando Norris, en fait. Il faut que tu arrives à être champion du monde. Lando Norris, l'an dernier, tout n'était pas parfait, loin de là, mais à la fin, c'est lui qui a été sacré. Il a quand même eu des week-ends extrêmement forts, extrêmement dominants, et plusieurs fois dans la saison, même assez régulièrement dans la saison quand même, parce qu'il a aussi une image, Lando Norris, qui est un peu différente de la réalité sur certaines choses. Il y a eu des sacrés enchaînements, on en parlait beaucoup, et c'est pas... Il y a aussi eu des choses très très bien. C'est pas galvaudé. Sauf que George Russell, aujourd'hui, il y a eu quoi comme week-end vraiment très bon? Il y a eu l'Australie, en début de saison. Ça oui. Pole victoire, et assez nettement. Après ça, oui, parce que l'Autriche, on en parlait avec Hugues il y a une semaine de ça dans cette même émission. C'est vrai qu'il y a quand même un débat aussi au travers de cette pole position qui a été gagnée dans des conditions un petit peu particulières. On ne sent pas un pilote qui domine véritablement. On ne sent pas un pilote qui était proche de la victoire. Ouais. Aujourd'hui, ça se jouait hier plutôt, ça se jouait entre Leclerc et Hamilton si restart il y avait. Et Russell était, j'allais dire presque d'office, enlevé de l'équation alors qu'il était deuxième quand même au restart. C'est vrai que c'est inquiétant parce qu'il n'a pas l'attitude d'un pilote dominant. En début de saison, si on se replace quand même dans le contexte, il était censé être ce pilote dominant. Donc c'est vrai que oui, l'inquiétude peut prédominer. Et même s'il est deuxième aujourd'hui, on peut quand même espérer, en tout cas imaginer un Lewis Hamilton revenir peut-être à la deuxième place du championnat dans les prochaines semaines. Oui, puis on peut légitimement attendre beaucoup mieux de George Russell aussi. C'est sûr. Parce que George Russell, quand on voit le pilote que c'était entre 2022 et 2025, c'est un pilote
très très fort, très sous-coté, je trouvais, qui faisait pas beaucoup parler de lui, mais qui était très très bon quand il fallait l'être, qui a quand même donné beaucoup de fil à retordre à Lewis Hamilton, l'a même plutôt globalement dominé sur leur saison commune. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je reconnais pas ce George Russell-là, moi. Je le retrouve pas cette année. Et ça m'embête parce que pour moi, cette saison, c'était la sienne. Quand on voyait la domination de la Mercedes dès les essais, on s'est dit, ok, bah là, Antonelli est encore très jeune, il va encore avoir besoin d'apprendre, comme Piastri l'a fait. Par exemple, Piastri, c'est à sa 3e saison, où vraiment la 2e, il a commencé à gagner, à faire des podiums, etc. Mais c'est à la 3e, où vraiment il a été dans le match face à Norris. Moi, je m'attendais un peu à la même chose pour Antonelli. Je me suis dit, il va prendre ses premières victoires, ses premières pole positions, pas mal de podiums, il va prendre de l'expérience, et puis l'an prochain, 2027, là, il sera dans le match. Bon, au final, c'était plus vite que prévu, mais ça a été aussi plus vite que prévu, parce que George Russell, lui, a fait la courbe inverse. Et il va vite falloir qu'il remonte toutes ses qualités. Il en a, on le sait, on l'a vu, on n'en doute pas. Mais là, malgré un écart qui se resserre, comptablement, l'écart en impression, s'agrandit finalement. C'est assez abyssal, effectivement. Malgré tout, les deux restent quand même en lice pour le championnat. Lewis Hamilton, mathématiquement, l'est encore. La question qu'on va se poser, justement, elle est liée à ce duel, si on peut dire. On a beaucoup parlé de Ferrari, on a beaucoup parlé de Mercedes. Aujourd'hui, Ferrari repart de Silverstone en vainqueur, peu importe le contexte, peu importe la manière dont ça s'est passé. C'est bien Charles Leclerc qui l'emporte. Ferrari est à donc 2 victoires cette saison avec celle d'Hamilton à Barcelone. La question qu'on va se poser, c'est tout simplement quelle équipe entre Ferrari et Mercedes a le meilleur profil, a le plus de chances finalement d'aller le chercher ce championnat, parce qu'il y a des arguments des deux côtés, de fiabilité, de vélocité, de gestion de l'énergie notamment, de pilote aussi. Donc on va, nous écouter humblement sur la capacité de Ferrari et Mercedes à aller remporter ce titre. Voilà, laquelle des deux équipes tu as 1 minute, c'est bien ça, pour donner tes arguments, on t'écoute Cyprien. Pour moi, c'est Mercedes et ça fait pas l'ombre d'un doute. Il y a qu'à regarder le début de saison, c'est l'écurie qui écrase tout. C'est l'écurie qui a le meilleur moteur globalement, partie électrique, partie thermique cumulée, qui a peut-être pas le meilleur châssis, mais peut-être pas loin de Ferrari. C'est une équipe qui a gagné quasiment toutes les courses depuis le début de la saison. En tout cas, on est à 7 sur 9. Et puis, c'est une équipe qui travaille bien, qui a des petits problèmes de fiabilité qui commencent certes à être importants, mais je doute pas qu'elle va les régler. C'est une équipe qui sait gagner, qui a l'expérience des titres, qui a aussi déjà une avance qui est quand même colossale. Et puis qui, malgré tout, a 2 pilotes qui arrivent quand même à monter sur des podiums, même quand on l'abandonne. Encore une fois, on parlait de George Russell juste avant. George Russell, malgré tout, il monte encore sur le podium et il apporte encore des points importants à Mercedes. Donc pour moi, la question ne se posera même pas d'ici la fin de saison. Je le souhaite à Ferrari, évidemment, de revenir, mais je pense que Mercedes va juste confirmer au fil des semaines qu'Antonelli va reprendre sa marche en avant quand la fiabilité va le laisser tranquille, que Russell va finir aussi par redresser la barre, et au final, ils seront champions assez nettement pour moi en fin de saison. Bien, et bah écoute, je ne vais pas opter pour le plat du pied sécurité me concernant. Je vais aller sur l'audace d'aller dire que Ferrari a ce qu'il faut, en l'occurrence. Ferrari a ce qu'il faut pour plusieurs raisons. Déjà parce que ils ont montré à Silverstone qu'ils avaient une marge à laquelle on ne s'attendait pas et à laquelle eux non plus ne s'attendaient pas, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Ferrari ne s'attendait pas à performer à Silverstone, mais Ferrari a finalement accéléré son développement et compris des choses qu'il ne s'attendait pas à comprendre aussi vite à travers ce meeting justement britannique. Ensuite, les pilotes forcément, que ce soit Charles Leclerc ou Lewis Hamilton, on le vent en poupe. Je pense que c'est la seule équipe aujourd'hui du plateau à disposer de 2 pilotes qui ont la mentalité, qui sont capables justement d'aller sur un week-end en ayant cette envie de gagner et ce besoin finalement presque viscéral de remporter des courses. Lewis Hamilton, quand on l'interroge sur le fait t'es 3e, est-ce que t'es content, il dit non, je peux pas être content, je suis 3e. Ça, c'est la mentalité effectivement qui est nécessaire du côté de Ferrari. Et puis au-delà de cette marge de développement, il y a aussi cette capacité finalement à faire valoir un châssis qui semble être meilleur. Tous les circuits ne vont pas être Silverstone et je pense qu'effectivement Ferrari peut encore gagner des courses et si Mercedes se saborde, peut-être les rattraper au fur et à mesure de la saison. C'était pas mal. Écoute, voilà, on vous laisse en tout cas vous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire lequel a raison. Est-ce que c'est l'évidence ou est-ce que c'est l'audace ? C'est à vous de voir. L'évidence. Si c'est l'évidence, c'est qu'il y a une raison. Non, bien sûr. Non, en tout cas, j'ai trouvé que les arguments étaient valables des deux côtés. Moi-même, je me suis permis de douter. En tout cas, c'est vos commentaires évidemment et votre avis à vous qu'on va attendre. On va migrer évidemment vers la suite de cette émission parce qu'il n'y avait pas que de la Formule 1, mais on va d'abord parler de ce qui va se passer dans l'avenir, notamment avec le MotoGP. Mathieu l'a dit, on va parler de MotoGP et du coup il a laissé sa place à Lucas Bartolomeo, notre spécialiste MotoGP pour Auto Hebdo. Salut Lucas, ça va ? Salut, oui, c'est très gentil à Mathieu de me laisser sa place et on va parler de MotoGP parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, donc ça vaut le coup d'en débattre. Oui, parce qu'il y a la piste bien sûr en MotoGP avec le Sachsenring ce week-end, le Grand Prix d'Allemagne, mais c'est pas de ça dont on va parler, on va plutôt parler du marché des transferts qui est assez animé cette saison et qui est notamment très agité, notamment depuis quelques semaines, puisqu'il y a eu un accord qui a été signé entre les constructeurs, l'organisateur du championnat, la FIM
etc. Un peu similaire aux accords Concorde en Formule 1, donc un accord qui définit en fait le cadre commercial, le cadre réglementaire, technique et sportif aussi du championnat sur la période 2027-2031, donc sur les 5 saisons qui viennent. Un accord donc qui définit des grandes lignes, qui garantit aussi que les 5 constructeurs engagés aujourd'hui, donc Ducati, Aprilia, KTM, Yamaha et Honda, resteront au moins pour ces 5 saisons en MotoGP. Et du coup, la signature de cet accord a déclenché aussi forcément la signature des contrats des pilotes qui étaient jusque-là bloqués, qui n'avaient donc pas pu être officialisés. Et c'est parti très fort dès l'annonce de cette signature, puisque les premières annonces sont tombées avec notamment l'annonce du duo de pilotes Ducati. Exactement, Ducati qui a été la première usine à dégainer. Et finalement, sur le premier pilote, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. C'est la prolongation de contrat naturel de Marc Marquez, le champion en titre, qui performe toujours depuis sa double opération. Il a déjà remporté 2 courses, donc c'était plutôt logique pour Ducati de prolonger Marc Marquez et le contrat était déjà signé depuis quelques mois. On savait aussi que Pedro Acosta allait rejoindre Marc Marquez et que du coup Pecco Bagnaia allait se séparer de Ducati, avec qui il a remporté 2 titres, et Pecco Bagnaia qui est d'ailleurs toujours le pilote le plus victorieux pour la firme de Borgo Panigale. Moi je pense que c'est un duo qui va être très intéressant à suivre et qui va peut-être être assez explosif, parce que Marc Marquez, malgré son grand âge, sans Johan Zarco sur la grille, c'est le doyen de la grille, il a toujours cette envie de gagner, il a toujours cette envie de gagner des courses, de gagner des titres. Et de l'autre côté, Pedro Acosta, c'est peut-être sans aucun doute le talent le plus prometteur de la nouvelle génération. Ils se sont déjà bagarrés en piste plusieurs fois. On l'a vu en Thaïlande lors du sprint, où Marc Marquez avait été pénalisé dans le dernier tour. On l'a vu en Hongrie, où ils ont été jusqu'au contact plusieurs fois avant que Marc Marquez finalement ne décroche la victoire. Pour le moment, Acosta, il n'a pas le matériel qui lui permet de gagner. Bien évidemment, en 2027, il y aura des nouvelles règles, changement de réglementation, nouvelle cylindrée des moteurs, réduction de la place de l'aérodynamique et surtout un changement de manufacturier au niveau des pneumatiques. On ne sait pas si Ducati sera toujours la référence. En ce moment, c'est si tant est qu'elle le soit encore aujourd'hui. Exactement. Mais je pense que en interne, ça va être un duo qui sera peut-être pas le plus facile à gérer. Oui. Et ça va être un duo qui va promettre de belles explications en piste. Ça c'est sûr, surtout que Pedro Acosta, depuis ses débuts en MotoGP, même avant, on l'a beaucoup comparé à Marc Marquez, ça l'a beaucoup agacé aussi. Lui, il aime pas trop être comparé à Marquez, on le comprend, mais c'est vrai que c'est un jeune espagnol très prometteur qui a gagné quand même le titre en Moto2 et puis qui, après à son arrivée en MotoGP, a été très performant tout de suite, sa saison chez Tech 3 notamment. Maintenant, Pedro Acosta, il y a quand même un petit bémol aussi, c'est que tu l'as dit, il n'a pas la machine pour gagner, mais il a quand même toujours pas gagné alors qu'il a eu beaucoup d'opportunités. Il a multiplié les podiums, il lui manque cette première victoire en Grand Prix, alors que des pilotes comme Raúl Fernandez, Ayo Gura, même Fabio Di Giannantonio, qui sont des pilotes qui ont certainement moins de talent que lui, ont gagné depuis. Ils avaient aussi la machine pour, et puis comme tu le dis, pour la statistique, Pedro Acosta, c'est le pilote qui a le plus de podiums sans jamais avoir gagné, avec 13 réalisations. Donc voilà, et puis tu l'as bien rappelé aussi, Pedro Acosta, c'est vraiment un pilote qui a grandi en tant qu'Espagnol en regardant les courses de Marc Marquez. Donc pour lui, c'est un peu se mesurer à son idole. Il est né en 2004, Marquez est arrivé en MotoGP en 2013, donc il a vraiment grandi avec les années Marc Marquez, et donc je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour lui. C'est peut-être un rêve d'aller se battre en MotoGP contre Marc Marquez. Ça va être intéressant. Bon, je vais faire un petit parallèle avec ma catégorie, la Formule 1. Je crois que Lando Norris avait fait 13 podiums avant de décrocher sa première victoire. Il a été champion du monde en 2025. Donc Pedro Acosta, champion du monde 2027. C'est peut-être la bonne année. Voilà, on fait des raccourcis, mais on peut y croire en tout cas. Tu as mentionné Pecco Bagnaia qui, du coup, en effet, quittera Ducati après 2 titres de champion du monde. Et une saison et demie, là, un peu plus compliqué, même si c'est mieux quand même cette année sur les dernières courses. Pecco Bagnaia, il va rejoindre Marco Bezzecchi, qui lui faisait partie des rares pilotes. Ils étaient 4 en début de saison, en fait, à avoir déjà un baquet garanti pour 2027. Il y avait Marco Bezzecchi qui a prolongé chez Aprilia jusqu'en 2028. Et puis après, on avait du coup les pilotes du giron Honda, Johan Zarco et Diogo Moreira, qui eux ont des contrats avec le constructeur Honda, mais qui ne garantit pas dans quelle équipe ils seront, puisqu'il y a Honda, forcément l'équipe d'usine, et le team LCR, qui est l'équipe satellite. Et puis il y avait Toprak Razgatlioglu chez Yamaha. Voilà, même statut entre Yamaha Motor Racing et puis Yamaha Pramac, l'équipe satellite. Donc revenons sur Aprilia, un duel italo-italien finalement. Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, un double champion du monde contre peut-être celui qui gagnera le titre en fin de saison, qui est en tout cas leader du championnat aujourd'hui face à Jorge Martin, son coéquipier, qui lui quittera Aprilia, on en reparlera. Mais déjà ce duo Aprilia, qu'est-ce qui t'évoque toi ? Le plus surprenant dans la signature de Pecco Bagnaia, c'est surtout le contrat de 4 ans qu'Aprilia lui a fait signer. C'est un contrat d'une durée qui est quand même énorme. C'est rare en MotoGP, que les contrats soient aussi longs.
Et puis voilà, j'ai mes quelques réserves quant au fait que Marco Bezzecchi va remporter le titre cette année, parce que c'est vrai, il a remporté les 3 premières courses de l'année, il a remporté 5 courses consécutives si on compte les 2 dernières de la saison 2025. Mais depuis, il y a eu une grosse baisse de régime. En Hongrie, bon, c'est pas sa faute, il s'est fait accrocher par son équipier. En Tchéquie, c'était un petit peu plus sa faute puisqu'il a quand même frappé un commissaire. Et à Assen, bon, il a fait une erreur en chutant au virage 15 dès le deuxième tour. Ça fait quand même 3 dimanches avec des zéros. Il a déjà chuté 4 fois en sprint. Cette fois-là, c'était que des erreurs. Il manque de régularité. Et son contrat, lui aussi, du coup, a été officialisé en début de saison. Et Aprilia, à ce moment-là, c'était plutôt la logique de signer le pilote qui était le plus victorieux avec la marque, le pilote. Surtout qu'avec Martin, ça s'était pas très bien passé l'an Exactement. dernier. Il avait quand même essayé de partir en cours de saison alors qu'il était blessé toute l'année. Il y avait quand même eu des choses qui étaient pas très positives. Depuis tous ces épisodes, c'est un peu Marco Bezzecchi qui incarnait bien le projet de la marque. Mais moi, je pense que Pecco Bagnaia, qui est de plus en plus en forme avec Ducati, et je pense que le contrat à long terme qu'il a signé avec la firme de Noël n'y est pas étranger à son regain de forme, son regain de confiance. Je pense que si Pecco Bagnaia continue sur cette lancée avec Ducati et que s'il s'adapte rapidement à la RSGP l'année prochaine, il pourrait commencer à faire de l'ombre à Marco Bezzecchi. Donc là aussi, je pense que ça va être un duel en interne assez intéressant à suivre, même si, on le rappelle, ils sont de grands amis de la VR46 Riders Academy, tous les deux formés par Valentino Rossi. Il y a pire. Il y a pire, mais à voir si ça continuera dans ce sens-là. Si tu avais été Massimo Rivola, toi, donc le patron d'Aprilia, est-ce que tu aurais signé plutôt aux côtés de Marco Bezzecchi un pilote peut-être plus jeune, un rookie, histoire de pas lui mettre tout de suite dans les pattes un autre leader, parce que là tu lui ramènes quand même, tu l'as dit, le pilote le plus victorieux de l'histoire de Ducati, double champion du monde. En effet, pour Bezzecchi, c'est quand même pas rien. Mais il avait déjà un champion du monde cette année à côté, donc... Moi, je pense qu'à partir du moment où on ne voulait plus prolonger Jorge Martin, étant donné qu'il avait essayé d'aller voir ailleurs, comme tu l'as dit, avec Honda, Pecco Bagnaia, au niveau du palmarès, au niveau du CV, ça reste quand même le pilote le plus attractif de la grille. Ducati n'en voulait plus. Pedro Acosta, c'est une excellente option pour Ducati, mais il était plus intéressé par Ducati que par Aprilia si une offre lui avait été faite. Donc, je pense que c'est un excellent choix pour Aprilia, d'autant qu'il montre qu'il n'a pas perdu, parce que oui, il faut pas oublier qu'en 2023-2024, Pecco Bagnaia, c'était quand même... on oublie que c'est le pilote que c'était à cause de l'exercice 2025 qui était assez compliqué pour lui. Il faut dire que se mesurer à Marc Marquez à machine égale, c'est pas l'exercice le plus facile non plus. Oui, puis il faut rappeler quelque chose aussi pour nos spectateurs qui potentiellement suivent plus le sport automobile habituellement. En moto, il y a quand même une vraie différence qui se fait en fonction de la sensibilité du pilote à la moto. Et il y a des pilotes qui, certaines années, peuvent être excellents parce qu'ils sentent très bien la moto, et d'autres années, ça peut être très compliqué, à l'image de Bagnaia. Ouais. C'est pas parce qu'il est devenu mauvais d'un coup, c'est juste parce qu'il n'y arrivait pas avec cette moto, il trouvait pas comment l'exploiter à son plein potentiel. Là, au Marquez, il y arrivait beaucoup. Voilà, et dans le cas de Bagnaia, c'était vraiment un manque de feeling avec le pneu avant. Le problème, c'est que en moto, comme tu le dis pour faire la comparaison avec la Formule 1, une petite approximation, ça mène pas à un blocage de roue, ça mène à une chute. Donc, En effet. Et tu parlais de Jorge Martin, du coup. Alors, il était en effet pressenti chez Honda l'an dernier. Ouais. Finalement, il va aller au Japon, mais chez Yamaha plutôt. Donc ça, c'était les rumeurs en effet de ces derniers mois qui se sont confirmées, avec un japonais, Ai Ogura, premier vainqueur en MotoGP depuis 2004, depuis 22 ans, puisqu'il a remporté dernièrement le Grand Prix des Pays-Bas à Assen, justement. Qu'est-ce que tu penses de ce duo? Un champion du monde et un espoir aussi très prometteur, qui est aussi champion du monde de Moto2. Est-ce que ça peut matcher? Est-ce que ça peut être le duo qui va donner un second souffle à Yamaha, qui a beaucoup de mal avec Quartararo Rins, et avant Quartararo Morbidelli, déjà c'était compliqué. Est-ce que tu penses que c'est eux qui peuvent permettre à Yamaha de revenir enfin au sommet? Alors, c'est très intéressant parce que on savait, Quartararo avait annoncé son divorce avec Yamaha, on se doutait qu'Alex Rins allait pas poursuivre, mais on se demandait quel genre de pilote Yamaha allait réussir à attirer dans ses filets. Et finalement, là où on pensait que Yamaha allait être un peu bloqué, c'est plutôt les pilotes qui étaient bloqués, puisque Jorge Martin, après le Moto2, il avait un petit peu tourné le dos à KTM pour aller chez Ducati. Ensuite, son divorce avec Ducati s'est pas super bien passé. Chez Aprilia, il a un petit peu essayé d'aller voir ailleurs en allant chez... Ça se finit quand même souvent mal avec Jorge Martin, faut le dire. Chez Honda. Mais du coup, est-ce que le jeu j'y vais pas avec Honda lui a aussi fermé des portes là-bas? Finalement, on peut se dire que Yamaha, s'il voulait garder un guidon d'usine, c'était peut-être l'unique porte de secours qu'il avait pour rester pilote officiel. Et donc là où Yamaha va vendre ça comme un pari signé Jorge Martin, c'est souligner son ambition et lui de se dire tiens, je fais un pari parce que la M1 l'an prochain sera peut-être la meilleure machine. On le rappelle, le règlement 2027 va rebattre les cartes. Je pense pas au point que Yamaha puisse devenir la référence du plateau. Ça semble compliqué. Je pense que c'était plus une porte de secours pour Jorge Martin. Malgré tout, ça va être intéressant de suivre la progression de Yamaha et
pour lui, c'est aussi une bonne chose de pouvoir incarner un projet, ce qu'il n'a pas pu faire avec Aprilia, étant donné qu'il a enchaîné les blessures, puisque c'était lui qui était censé être le numéro 1 chez Aprilia, avant que Marco Bezzecchi ne prenne naturellement la place en l'absence de Rory Martin. Pour Ayogura, j'ai envie de dire que c'est à peu près pareil, parce que le marché des transferts était plutôt verrouillé, et pour obtenir un guidon d'usine, il lui restait 2 choix, soit Honda, soit Yamaha. Mais on le rappelle, Ayogura, il avait aussi tourné le dos à Honda après le Moto2, puisqu'il avait grandi dans cette filière-là, et puis il avait fait le choix de partir chez Trackhouse. Finalement, ça a été un bon pari pour lui, puisque ça lui a permis de faire décoller sa carrière chez Aprilia avec l'une des meilleures machines du plateau. Maintenant, il va accéder au statut de pilote d'usine quand même assez rapidement dans sa carrière. Donc voilà, je pense que Ayogura, ça va aussi être bénéfique pour lui. Enfin, c'est plutôt pas mal en tant que japonais d'évoluer dans une usine qui partage la même culture. Donc c'est un transfert intéressant. On sait qu'en effet, pour les pilotes en MotoGP, être pilote d'usine, c'est quelque chose de très important. Rory Martin, notamment, c'est pour ça qu'il avait quitté Pramac en 2024. Il voulait être pilote d'usine. Quand il a vu qu'il ne le serait pas chez Ducati, il est parti pour Aprilia. Bon, on va passer rapidement sur Honda, puisque Honda, ça n'a pas encore été officialisé, mais très très probablement, c'est sûr, mais ça c'est pas encore annoncé. Fabio Quartararo rejoindra Honda, donc on lui souhaite beaucoup de courage. On en reparlera peut-être plus longuement de Fabio Quartararo quand ce sera annoncé. À ses côtés, qui est-ce que tu vois finalement? C'est ça, en fait, il reste 2 guidons d'usine, c'est 2 guidons Honda. Il y a déjà d'énormes rumeurs qui envoient Fabio Quartararo vers Honda, mais je pense que plus que ça, on peut se dire que c'est impossible que Fabio Quartararo ne trouve pas un guidon d'usine pour l'an prochain. Oui. Et il en reste 2, il va en prendre un chez Honda. À côté de lui, on aura soit David Alonso, soit Diogo Moreira. Donc Diogo Moreira qui évolue actuellement chez LCR aux côtés de Johan Zarco. Il fait une saison de rookie qui est même très prometteur. Il est candidat à être meilleur pilote Honda cette saison. Il fait de très bonnes performances. C'est celui qui se qualifie le mieux ces derniers temps. C'est celui qui rapporte les meilleurs résultats sur les derniers Grands Prix à la marque. Donc ça pourrait être intéressant de promouvoir Diogo Moreira qui aura déjà 2 ans d'expérience. Mais à l'inverse, il y a David Alonso qui vient de Moto2, David Alonso, colombien. C'est aussi l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Ça a été véritablement un phénomène en Moto3. C'est celui qui a battu les records de domination de Marquez et de Rossi dans la plus petite des classes des championnats du monde. En Moto2, l'adaptation a été plus compliquée, mais là, depuis quelques courses, il se réveille un petit peu, il signe des pôles, il se bat pour la victoire à chaque course. Donc ça pourrait être aussi très intéressant de signer David Alonso. Après, est-ce qu'il vaut mieux le faire évoluer d'abord dans l'équipe satellite avant de le faire monter dans le team d'usine? C'est tout là le dilemme auquel est confronté Honda en ce moment. Oui, la question qu'on va se poser, c'est quel est le meilleur espoir pour eux entre Moreira et Alonso? Si Diogo Moreira va dans le team d'usine, Alonso ira chez LCR, probablement, et inversement. Donc voilà, il n'y a plus trop de doute au niveau des guidons chez Honda. Et allez, on va faire rapidement la dernière usine qui a été annoncée, puis après on parlera très très brièvement des écuries satellites. Donc KTM qui a annoncé aujourd'hui, au moment où on tourne, l'arrivée d'Alex Marquez et de Fabio Di Giannantonio, donc 2 pilotes qui viennent du giron Ducati, qui n'étaient pas pilotes d'usine, qui rejoignent KTM, qui est une des usines qui est la plus en difficulté ces derniers temps. On sait que la marque a eu des gros problèmes financiers, ça va un peu mieux maintenant, mais c'est toujours pas brillant sur la piste. Pas de victoire depuis, ça doit être 2023, Brad Binder, 2022. Avec Miguel Oliveira, si je ne me trompe pas. Ah, c'est Oliveira le dernier vainqueur. Waouh, tu vois. Oui, Binder a gagné des sprints. Un sprint. En revanche, un sprint, tout à fait. Ou 2. Donc, 1 ou 2 sprints. Bon, on vérifiera la stat pour vous. On vous la met tout de suite. Voilà, je pense à Hugues, notre monteur, qui va être ravi de faire ça. KTM, du coup, doublé de pilote Ducati, finalement. Alex Marquez, donc vice-champion du monde en titre, et Fabio Di Giannantonio, qui est un peu la révélation de cette dernière saison, et qui est un pilote très fiable, et qui aujourd'hui est aussi en lice pour le titre de champion du monde. C'est ça, Ducati qui est un petit peu confronté à un problème de riche, si on peut formuler ça comme ça, puisque il y a pas mal de pilotes qui sont intéressés d'avoir un guidon chez Ducati, donc ils vont probablement faire monter pas mal d'autres pilotes l'an prochain en MotoGP. On pense à Daniel Olgado, le rookie du Moto2 qui va s'installer chez Gresini avec Joan Mir. Ça a aussi été une des annonces de la semaine. Il y a Nicolo Boulega qui va probablement arriver chez VR46. Qui a déjà pigé en remplaçant Marc Marquez quand il était blessé chez Ducati, qui vient du Superbike. Exactement, et donc il n'y avait plus beaucoup de place chez Ducati, et donc c'est peut-être la meilleure solution pour Di Giannantonio et Alex Marquez, sachant que les guidons chez Aprilia, qui est la première ou la deuxième usine du plateau selon les week-ends, selon la police ou selon les manifestants, ça change d'un week-end à l'autre. Exactement. Selon donc avec les contrats qui étaient déjà bouclés de Bezzecchi et de Bagnaia. Pour KTM, est-ce que c'est un bon choix? Moi, je pense que ce sont pas 2 pilotes qui sont aujourd'hui capables de se battre pour un championnat. Néanmoins, pour eux, c'est une excellente nouvelle, puisque ça leur confère un statut d'usine, ceux auxquels ils prétendaient pas jusque-là. Statut d'usine, on le rappelle, ça veut dire potentiellement un meilleur matériel, les nouvelles pièces en avance,
un plus gros salaire. Et il y a aussi la dimension de si un pilote satellite se bat avec un pilote d'usine pour le championnat, forcément l'usine ne voudra jamais que le satellite batte l'équipe officielle. Donc c'est toujours plus avantageux d'être un pilote d'usine. C'est un très bon transfert pour DJ Antonio et Marc Marquez. Pour KTM, Alex. Pardon, et pour Alex Marquez, pardon, désolé. Pour l'an prochain, et puis potentiellement un pari, hein, puisque là où KTM n'est aujourd'hui pas en mesure de jouer la victoire, peut-être que l'an prochain, avec les nouvelles règles, ce sera le cas. Donc voilà, à voir, à surveiller. Tout à fait. Et puis bon, tu l'as dit, même si c'est pas deux pilotes du chapeau A, on va dire, de vraiment top niveau mondial, bon, c'est peut-être pas l'ambition de KTM tout de suite de se battre pour le titre, donc ça peut les aider dans leur transition, un peu comme avec Yamaha. VR46, avec la machine officielle, ça gagne des courses, ça fait des pôles, il a déjà 4 podiums cette saison, donc non, c'est intéressant. Et puis Alex Marquez, vice-champion 2025, je pense que oui, c'est 2 bonnes recrues pour KTM. Bon, puis on va passer rapidement en revue, parce que là c'est vrai qu'on a déjà été assez long, mais on va passer rapidement en revue les équipes satellites. Tu as parlé de Ducati Gresini, on va commencer par le giron de Ducati, donc ce sera Daniel Gado, un rookie, et Johan Mir, qui vient de Honda, le champion du monde 2020. L'autre écurie satellite, VR46, l'équipe de Valentino Rossi, on se dirige vers Nicolo Boulega, tu l'as dit, qui vient du Superbike, et puis Ferminal de Guerre, qui est actuellement pilote Gresini, qui va passer en jeune que chez VR46. Ensuite, passons chez Aprilia, donc il y a le fameux team Trackhouse, où aujourd'hui on a Ayogura et Raúl Fernandez. Ayogura part chez Yamaha, c'est officiel. Raúl Fernandez a prolongé, c'est officiel aussi. Qui est-ce qui pourrait l'accompagner l'an prochain ? Moi, je vois bien le leader actuel du championnat, Manuel Gonzalez, qui a d'ailleurs déjà effectué un test avec Trackhouse quand l'un de ses pilotes était blessé, donc il avait assuré la pige un lundi. Voilà, donc ça pourrait être Manuel Gonzalez. Ensuite, on va passer à KTM, équipe satellite française Tech 3. On parle de Brad Binder qui devrait passer du coup de l'équipe d'usine à l'équipe satellite. Et à ses côtés, certainement, Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, qui quitterait Honda peut-être pour aller chez Tech 3. Ça, c'est un peu en discussion. Là aussi, chez Tech 3, on évoque le nom de Manuel Gonzalez, on évoque aussi le nom de son coéquipier en Moto 2, Senna Ajus. En cas de départ du MotoGP de Jack Miller, ça fera un autre Australien sur la grille. On parle de Luca Marini au cas où il n'est pas sauvé dans l'équipe de son demi-frère Valentino Rossi chez VR46. Et donc, on parle, comme tu l'as dit, de ces autres pilotes. Moi, je vois plutôt Maverick Viñales et un pilote de Moto 2. Ah, tu vois, Maverick Viñales, ouais. Oui, c'est un peu le sujet, Maverick Viñales. Il a été dur avec KTM, donc on ne sait pas aussi s'il restera en MotoGP ou pas. Bon, chez Honda LCR, le choix est assez vite, parce on l'a déjà évoqué, c'est Johan Zarco, du coup, qui restera en fonction aussi de son état de santé, puisqu'il y a des informations ces derniers temps un peu inquiétantes sur sa récupération. Et à ses côtés, du coup, ce sera soit Morera une année supplémentaire, soit Alonso... s'il n'est pas dans l'équipe officielle, enfin dans l'équipe d'usine. C'est ça, et puis après il reste Pramac Yamaha, l'annonce des 2 pilotes officiels, sachant que Toprak Razgatlioglu était déjà sous contrat avec Yamaha, bon il va rester chez Pramac maintenant, on le sait, et à ses côtés on aura probablement Izan Guevara qui est actuellement second du championnat du monde de Moto 2 et qui évolue surtout dans le team Blue Crew Pramac Yamaha Moto 2. Donc la transition est naturelle. Le lien est vite fait. Et Toprak Razgatlioglu, il aura un avantage comme Nicolo Boulega, c'est qu'ils avaient les pneus Pirelli en Superbike, ce qui va en effet les aider l'an prochain, puisqu'on passe des pneus Michelin aux pneus Pirelli dès l'an prochain. Et ben merci beaucoup Lucas en tout cas d'être venu nous parler de MotoGP. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu ce qui se passait. Puis de toute façon, vous l'avez compris, il y a aussi un vrai enjeu l'an prochain, c'est les nouvelles réglementations. Ça va bouleverser peut-être la hiérarchie. En tout cas, il faut le souhaiter peut-être aussi pour notre pilote français Fabio Quartararo et Johan Zarco qui seront du coup tous les deux sur des Honda l'an prochain. Et on espère qu'Honda du coup sera évidemment au meilleur niveau et pouvoir leur permettre de se battre pour un championnat, ce serait génial. Mais bon, réponse dans quelques mois. D'ici là, on a une fin de saison, une deuxième partie de saison très alléchante qui nous attend. Et dès le Grand Prix d'Allemagne ce week-end, tu seras sur place, Lucas, au Sachsenring. Tu vas encore nous ramener des choses très sympas. Ce sera à découvrir évidemment sur autohebdo.fr et puis dans le magazine toutes les semaines. Merci beaucoup, Lucas. Et puis du coup, on refait le switch. Changement inverse. C'est Mathieu Chambenois qui va reprendre ta place. Merci, Lucas. Bien entendu, de nous avoir accompagnés sur le MotoGP. C'était très complet. Dernier point sur ce qui s'est passé le week-end dernier pour ceux qui vont regarder ce week-end pour nous actuellement. Très rapidement, effectivement, sur les résultats quand même du week-end complémentaire. Oui, en effet, il y avait de la Formule E du côté de Shanghai ce week-end avec 2 courses qui ont été gagnées par Pascal Wehrlein et puis par Luca Di Grassi après une course assez folle sur la deuxième manche de ce week-end à Shanghai avec le possible premier podium de Jean-Éric Vergne pour Citroën. Donc bravo à Jean-Éric Vergne. Mais il n'y avait pas que de la Formule E, il y avait le DTM, catégorie que moi j'avoue que j'affectionne particulièrement. Et c'était un week-end parfait pour Niki Tim, le pilote danois de l'équipe belge comme Toyo Racing qui pilote une Aston Martin Vantage et qui a tout simplement signé 2 pole positions et 2 victoires sur le Norrisring, donc le circuit dans le centre-ville de Nuremberg.
Excellent week-end de Niki Team qui reprend la tête du championnat. Il avait aussi gagné. J'étais pour le challenge au Castellet en début d'année. Donc, excellent début de saison du Viking. D'ailleurs, regardez-le, Niki Team, si vous ne voyez pas à quoi il ressemble. Grande barbe, longs cheveux. C'est un vrai Viking. Donc, il a vraiment la tête de l'emploi et c'est un pilote très, très doué. Donc, nouveau leader du DTM. En IndyCar aussi, du coup, on a eu un résultat un peu marquant puisque c'était le premier doublé de l'histoire de McLaren en IndyCar avec la victoire de Pato O'Ward après pourtant la pole position d'Alex Palou, sa 6e Indy course, mais qui n'a pas tenu. Et puis du côté des États-Unis, toujours la NASCAR et la victoire de Chase Briscoe ce week-end. Voilà, la NASCAR, ça reprend dès ce week-end, l'IndyCar aussi, donc on va continuer de se régaler. Et puis on va revenir à nos formules de promotion plus traditionnelles avec la F2 et la F3 qui étaient ce week-end du côté de Silverstone. Mathieu, c'est toi le spécialiste de la monoplace chez nous. La F2, on a quand même eu un week-end champion de Nicolas Tsolov pour le coup. Je vais être bref sur la F2, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de F1. Cet été, sûrement, on parlera un petit peu mercato en F1 à l'image de ce que vous venez de faire là sur le MotoGP. Et il va quand même pas tarder à falloir compter avec Nicolas Tsolov. Nicolas Tsolov qui compte déjà 6 victoires en F2 cette saison, le record absolu étant co-détenu par Charles Leclerc en 2017 et George Russell en 2018 avec 7 succès. Donc Nicolas Tsolov qui pourrait tout de même aller détrôner 2 pilotes qui ont terminé 1 et 2 quand même du dernier Grand Prix. Donc, alors qu'on n'est même pas à la mi-saison. Alors qu'on n'est pas à la mi-saison. Alors on est à la mi-saison. On est à 7 sur 14. Voilà. Donc il pourrait en tout cas exploser le record de victoire s'il continue sur sa lancée. Nicolas Tsolov, un junior Red Bull pour ceux qui ne sont pas très au fait justement des formules de promotion, mais en tout cas une vraie surprise de le voir là, Nicolas Tsolov. Il a gagné les 2 courses du week-end, sprint et course principale, ce qui est une vraie performance dans la mesure où la course sprint se déroule en grille inversée. D'ailleurs Mathieu, je vais rendre à César ce qui appartient à César. T'as mis une stat dans le magazine de la semaine qu'évidemment on vous invite à lire dès 20h en version numérique sur à quel point c'est exceptionnel finalement en Formule 2 de gagner le sprint et la course principale le même week-end. C'est vrai qu'il faut dire que les remontadas comme ça en sprint sont pas si fréquentes et en l'occurrence le fait de gagner le sprint et la course principale, eh bien c'est seulement le 4e pilote à le faire en fait en F2. Alors évidemment dans le format actuel, parce que la F2 a eu beaucoup de formats différents, mais dans le format actuel c'est le 4e. Le premier à le faire ça avait été Felipe Drogovic, le deuxième ça avait été Oliver Wehrmann qui est actuellement sur la grille de F1 encore une fois, et puis Zayn Maloney qui l'avait fait lui aussi en 2024, mais en tout cas c'est tout. Voilà, ils ne sont que 4, c'est seulement le 4e à l'avoir fait. Ça reste une performance XXL et ça démontre surtout une capacité depuis le milieu du peloton à remonter à chaque fois lors des 2 courses. Donc effectivement, encore une fois, très notable. Et je vous invite, si vous êtes au fait, ou en tout cas si vous êtes curieux, de regarder la 2e partie de saison de F2 parce que si le record est battu et si Nicolas Tsolov vient à continuer sa domination, sachant que derrière lui, il a des pilotes comme par exemple Gabriel Emini qui sont dans l'académie Alpine ou alors Raphaël Camara dans l'académie Ferrari qu'on attendait au niveau de Tsolov cette saison, eh bien, on peut peut-être assister à des belles choses et à peut-être une belle performance d'un futur pilote de F1, qui sait. Oui, en parlant de futurs pilotes de F1, il y en a un qui nous impressionne toujours en Formule 3 cette fois, mais qui est malheureux. Pour le coup, c'est Théophile Naël. Ouais, là malheureusement on va mettre un petit carton rouge à ce qui s'est passé en Formule 3. Alors encore une fois. Alors excuse-moi parce que j'ai eu la Maison Blanche qui a appelé la FIFA pour faire retirer le carton rouge que tu viens d'accorder. Autant pour moi. Donc désolé. Voilà. Bon, si vous n'avez pas la ref, regardez ce qui s'est passé. Écoute, c'est d'actu parce que tu donnes le carton. On donne le carton rouge et tu l'enlèves plusieurs heures après. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas refait des pages, que j'avais pas dit tiens, on a des résultats définitifs. Ah bah non, finalement 7 heures après l'arrivée, on change le vainqueur. C'est arrivé beaucoup de fois en 2025, c'était pas arrivé en 2026, cette fois-ci c'est arrivé, victoire à la régulière si je puis dire de Matteo De Palo qui a été démis de sa victoire à peu près 7h ou 7h30 après l'arrivée, donc après l'arrivée du Grand Prix de F1 pour citer voilà, ce qui s'est passé. Matteo De Palo qui a été disqualifié pour justement un diffuseur qui aurait été trop bas, diffuseur qui a été tapé par son coéquipier Freddy Slater dans le dernier tour qui lui n'a pas été pénalisé. Ça fait partie évidemment du folklore de la Formule 3. Et puis Théophile Naël, sur lequel tu m'as lancé, et bien évidemment pilote français qui avait l'opportunité de revenir à un petit peu moins de 20 points de la tête du championnat de F3, tout simplement parce qu'il avait fait 2e du sprint après une remontée assez formidable que je vous invite justement à regarder si vous en avez l'opportunité. Surtout qu'il faut rappeler que Théophile Naël s'était qualifié 2e. C'était le 5e week-end de Formule 3 de la saison. Oui. C'est la 4e fois qu'il part en première ligne. Il a fait 3 pole positions, une 2e place à Silverstone et il s'était raté en Autriche. Il partait 24e, il me semble. Donc en qualification, Théophile Naël, c'est le meilleur pilote. Et en effet, tu as parlé de cette remontée qui était folle en sprint, 2e. Et là, vu qu'il partait 2e, on se disait il peut au moins faire aussi bien. Il peut le faire. Donc effectivement, il gagne à Barcelone. Il est sur une série assez formidable. En tout cas,
après, il est en très très bonne forme. Il a compris, il a trouvé. Il nous le disait en interview il y a de ça une semaine ou deux dans Auto Hebdo, justement, qu'il avait trouvé une routine, notamment avant les qualifications, qui lui permettait de mieux se préparer. Théophile Naël, qui est très efficace, qui a fait une remontée formidable en sprint, je l'ai dit, qui a fait une course très solide de défense en course principale cette fois-ci. Il a effectivement repris sa place devant son adversaire Wharton en course principale, qui lui a valu une pénalité, je trouve, beaucoup trop importante. Alors, pénalité ou pas, ça c'est discutable. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer, il sort des limites de piste et il repasse devant Wharton. Il sort des limites de piste, il repart devant Wharton. J'aurais aimé, pour être tout à fait honnête, que les deux soient convoqués. En l'occurrence, si on est capable de mettre 7 heures pour prendre une décision aussi facile qu'une pièce trop basse, je pense qu'on peut se permettre d'écouter les deux pilotes en commission après la course. Ça, pour moi, le carton rouge, plus sérieusement, il est plus là, me concernant. Pénalité ou pas, encore une fois, on aurait pu discuter, mais il a pris 10 secondes dès la ligne d'arrivée franchie, ce qui fait qu'il est passé de la 3e place après une belle course à une 16e place sur la ligne d'arrivée sans pouvoir ni s'expliquer ni défendre quoi que ce soit auprès des commissaires. Et ça, je trouve ça très dommage, parce qu'effectivement, de moins de 20 points d'écart avec Hugo Ichoukou, leader du championnat, il passe à 44 points de retard à la 3e place, avec seulement 4 points d'avance sur le 4e. Donc, celui qui jouait le titre, finalement, devient de plus en plus loin, on va dire, des deux premiers, parce que finalement, Hugo Ichoukou et Slater, qui eux ne sont pas pénalisés, terminent 2e et 3e de la course principale, alors qu'ils avaient terminé initialement 5e et 6e. Donc c'est vrai qu'on peut être vraiment très frustré dans le camp français. C'est assez cruel ce qui s'est passé pour Naël. À Melbourne, il avait été pénalisé pour un faux départ, donc je n'arrive vraiment toujours pas à comprendre le fondement. Donc c'est vrai que c'est une saison de F3 qui est compliquée mentalement, mais s'il arrive encore à retrouver les ressources après un week-end pareil, eh bien évidemment on pourra que tirer notre chapeau à Théophile Naël. Oui, puis on sait que la Formule 3 et la Formule 2, c'est des catégories où il n'est pas forcément important d'être champion à la fin, il est surtout important de montrer sa vitesse, de montrer ses performances pour attirer des équipes de Formule 1. À la différence d'autres pilotes qui jouent devant, comme Freddy Slater qui est chez Audi, lui il n'a pas d'académie, et là quand on voit son début de saison, alors oui, il a de la malchance, mais d'un autre côté, la malchance, les équipes de F1 elles la voient, et elles voient les performances en piste. Pour moi, la course sprint qu'il a réalisée samedi à Silverstone, ça fait partie des courses références de son début de carrière pour le moment, et effectivement une écurie de F1 où il y a beaucoup de turnover, notamment Hugo Ichoukou qui était chez McLaren l'année dernière, qui n'a plus d'académie aujourd'hui. Alors après, les décisions internes sont ce qu'elles sont, mais c'est vrai qu'une écurie de F1 qui a vu la remontée en sprint de Théophile, bon, moi je serais eux, après à la porte quand même. Ouais, c'est quand même un vainqueur à Macao aussi, il faut pas l'oublier. Non, c'est un pilote qui a pas de chance, mais je voudrais reprendre l'exemple, on en parlait en off juste avant l'émission, d'Isaac Hadjar qui avait eu aussi beaucoup de galères sur sa 2e saison de Formule 2, et sur la première d'ailleurs aussi chez Hightech où c'était très compliqué, où ça se passait pas très bien avec l'équipe. Isaac Hadjar par exemple, sa première année de Formule 2, ils étaient 6 pilotes dans l'académie Red Bull, ça a été le moins bien classé des 6, et ça a été le seul qui a été conservé dans l'académie l'année suivante. Ça montre que les équipes ne regardent pas que le classement, que les résultats des courses, elles regardent aussi ce qu'il y a un peu en dessous finalement, et le vrai rythme des pilotes. Et heureusement, Isaac Hadjar, quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui, heureusement que Helmut Marko à l'époque a choisi de le garder. Et sa 2e saison d'ailleurs, il perd le titre sur beaucoup de problèmes mécaniques, sur aussi des accrochages où il n'est pas responsable, des safety cars qui tombent au mauvais moment. Il finit 2e du championnat, ça l'empêche pas finalement aujourd'hui d'être chez Red Bull quand Gabriel Bortoleto, le champion, est bon, mais que chez Audi entre guillemets. Donc il faut pas lâcher pour Théophile Naël, il faut surtout qu'il reste concentré, qu'il croit en lui et qu'il continue à montrer ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Et je pense que les écuries de F1 vont pas tarder à être nombreuses à toquer à la porte. En tout cas, j'espère pour lui. Tout à fait, parce qu'il y a un match dans ce championnat qui est particulièrement serré, en tout cas. C'est sûr. Merci Cyprien pour cette émission complète. On remercie évidemment Lucas qui nous a accompagnés sur la partie Mercato MotoGP. Vous pourrez suivre évidemment tout le week-end prochain toutes les autres compétitions qui vont avoir lieu, notamment la moto avec Lucas Bartolomeu qui sera sur place, aussi le WEC avec Valentin Glo qui sera du côté de Sao Paulo. Évidemment, on pourra suivre tout ça sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo et sur le site internet, notamment sur le magazine, évidemment, sur lequel vous pourrez retrouver tout ce qui s'est passé le week-end dernier. On a parlé notamment du côté de Silverstone, que ce soit en version numérique ce lundi soir ou en kiosque dès mercredi. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission la semaine prochaine. Salut. Salut.